Bonsoir, mesdames et messieurs. Quand vous intervenez auprès d'enfants qui vivent des problèmes familiaux, abandon, inceste, violence, chaque décision à prendre risque d'avoir des conséquences dramatiques. Vous pouvez sauver l'enfant, lui permettre d'avoir un développement normal, mais vous pouvez aussi briser des familles. Les hommes et les femmes qui ont à prendre de telles décisions ont une immense responsabilité sur les épaules. Ont-ils tous la formation et l'expérience requises pour faire des interventions toujours très délicates? Et surtout, ont-ils l'encadrement nécessaire et tous les outils en main pour prendre la bonne décision et pour défendre cette décision parfois devant le tribunal? À la direction de la protection de la jeunesse, on expérimente avec un nouvel outil d'aide à la décision basé sur l'ordinateur et l'intelligence artificielle. Mais accepter qu'un ordinateur puisse participer à l'analyse de situations délicates, ce n'est pas évident. Moi, je trouve que l'outil est très étoffé, mais je me demandais, est-ce qu'il est reconnu pour le tribunal, puis est-ce qu'on peut l'utiliser là, quand on va au tribunal? C'est un outil qui nous appartient. C'est le genre de question qui nous revient. Quel est cet outil qui suscite les questions de cette intervenante? C'est le SSP, ou Système de soutien à la pratique. Un système nouveau et audacieux. Un système à base d'intelligence artificielle. C'est un outil qui est à nous. C'était fait par des cliniciens pour nous aider dans notre pratique. Le SSP est d'abord un guide pour l'intervenant tout au long de sa démarche auprès de l'enfant et de son milieu. L'enfant, est-tu en danger ou pas? C'est juste ça que je veux savoir. Juste ça, mais tout ça. Okay. En bout de ligne, il fournit même un rapport. Le voilà qui apparaît à l'écran. Phrase par phrase, l'ordinateur le rédige, tout seul, comme par enchantement. Mais attention, ce rapport exige une signature. Comment faire? Je vais juste te demander, tu serais-tu prêt à signer un rapport comme ça? Est-ce que c'est un rapport que tu trouves satisfaisant? Bien, je pense qu'il y a du matériel à rajouter, là. Si tu rajoutes du texte, maintenant que tu l'améliores, le rapport, est-ce que tu vas le signer? Oui. Si tu le signes, ça devient ton rapport puis il est déposable n'importe où. C'est si avec des parents, on ne s'entend pas, ou des parents ne reconnaissent pas des difficultés, on va se servir du tribunal pour, effectivement, le juge va trancher la question. Parce que la loi nous dit que c'est ça, puis c'est correct que ce soit comme ça. Et que dit cette loi? Toute intervention vise à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise. Mais depuis un an, vous n'avez plus du tout de contrôle sur lui, là. OK. Hélène Brousseau est intervenante sociale au Centre jeunesse de Québec. Moi, je retiens le signalement ici par rapport aux troubles de comportement que votre jeune présente, là. Il va y avoir un délai d'attente. Elle reçoit souvent des appels comme celui de ce père d'un adolescent en difficulté, mais surtout des appels de gens qui soupçonnent que des enfants sont maltraités. Selon la loi, Hélène doit retenir le signalement s'il laisse croire que la sécurité ou le développement de l'enfant pourrait être compromis. Salut. Chaque année, dans les 16 centres jeunesse du Québec, 50 000 situations d'enfants sont signalées. La moitié seront retenues. Seul parce que le père pouvait être violent. Les motifs, négligence, abus physiques, abus sexuels ou encore troubles de comportement chez l'adolescent. Je suis un petit peu pressée. Est-ce que c'est bien toi qui es de garde aujourd'hui? Oui, c'est moi qui le garde. Oui. J'imagine si tu m'appelles, il doit y avoir quelque chose d'urgent. C'est ça, c'est ça. Un nouveau C'est signalement. une jeune fille de 9 ans là, qui est à l'école. Il faut faire vite. OK. Puis qui ne veut pas retourner chez elle, là. Que là, il est déjà 2h30. Le signalement a été retenu par Hélène. C'est Gervais Guérin qui est responsable de l'étape suivante, l'évaluation. Il doit vérifier si la sécurité ou le développement de Mélanie sont vraiment compromis. S'il y a lieu, il faudra prendre des mesures pour corriger la situation. Gervais travaille en protection de la jeunesse depuis 20 ans. Un travail qui exige beaucoup de rigueur, car les décisions doivent s'appuyer sur des faits. Souvent, ce qu'on voit dans les signalements, c'est que les enfants racontent ce qu'on pourrait appeler la pointe de l'iceberg. Gervais doit s'assurer de la véracité des faits rapportés au moment du signalement. Est-ce qu'on peut se parler quelques minutes, les deux? Il doit aussi évaluer leur impact sur l'enfant. Est-ce que c'est nouveau, ça, que ta mère prend de l'alcool? Non, elle en prend toujours. Puis même le soir,
Elle me dit qu'elle s'en va chercher des paquets de cigarettes, mais elle revient toujours le lendemain matin. Puis, genre, moi, j'aime pas ça à cause que j'ai peur, puis j'entends tout plein de bruit. Des fois, ça va me porter chez mon voisin, puis je le connais pas beaucoup, puis je me sens pas bien avec. OK. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe, toi, aujourd'hui? Je veux pas retourner chez ma mère. Excusez, pardon. La mère de Mélanie a accepté de rencontrer Gervais. Ce que je vous proposerais pour les prochains jours, c'est peut-être que Mélanie soit en dehors du milieu familial, le temps que les choses se calment. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, à qui vous pensez, puis en qui vous avez confiance, qui pourrait peut-être héberger Mélanie pour les prochains jours? Dans la famille, il y a toujours sa grand-maman. C'est ma mère. Je pense qu'elle accepterait de la prendre pour quelques jours. Gervais s'est entendu avec la mère de Mélanie. C'est la situation idéale. Sinon, il aurait fallu placer l'enfant temporairement et demander au tribunal de trancher. Ta mère, elle reconnaît que c'est vrai. Ce que tu m'as raconté, c'est vrai. Donc, elle reconnaissait que oui, elle a des problèmes avec l'alcool, plein de choses comme ça. Au bout de quelques jours, Gervais a terminé son enquête. A-t-il en main tous les éléments qui vont lui permettre de prendre sa décision? C'est ici que le SSP peut lui venir en aide. Le système va lui poser une centaine de questions. Le système ne sait pas qui est Mélanie, il ne sait pas que vit Mélanie, et à partir des questions que le système va me poser, donc des réponses que je vais lui donner, le système va me proposer ce qu'on appelle une hypothèse diagnostique sur la sécurité et le développement de l'enfant. Un ordinateur peut-il réellement poser un diagnostic sur une situation aussi complexe que celle d'un enfant maltraité? Marcel Frenette est convaincu que oui. Depuis 10 ans, ce docteur en psychologie, chef d'équipe au Centre jeunesse de Lanaudière, bâtit un projet qui frôle la démesure. Il veut aider les intervenants, comme Gervais, à prendre des décisions plus éclairées, en utilisant l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la machine raisonne? Est-ce qu'une machine peut raisonner comme un humain, pour vrai? Oui. On a toute la distinction avec les systèmes d'information classiques. Par exemple, les systèmes informatiques en intelligence artificielle, comme celui sur lequel on travaille, il va modifier mes informations. Je lui dis que mon jeune il a 16 ans, puis je lui dis que mon jeune est vulnérable, je lui dis que mon jeune consomme de la drogue de temps en temps. Lui, il va me donner une autre information, comme quoi mon jeune a des problèmes de comportement ou n'a pas de problème de comportement. Ça, je n'avais jamais dit ça. Moi, je n'avais pas rentré ça là-dedans. À la fin des années 80, une première version du SSP a vu le jour. On avait alors choisi l'approche classique en intelligence artificielle. Une longue énumération de règles qui reprennent tous les critères menant à une décision sur la situation d'un enfant. C'est le système à base de règles. Des milliers de combinaisons possibles, des milliers de règles qui résonnent comme des litanies. Alors. Exemple, si la vulnérabilité de l'enfant est très forte et si l'enfant est laissé seul pendant plusieurs heures, alors le danger que court l'enfant est très important. Une règle toute simple. Le défi, c'est de s'assurer que les milliers de règles ne se contredisent pas entre elles. Francine Marcelet a beaucoup utilisé cette première version, encore rudimentaire. Il manquait de subtilité, des grands bouts. Il y a des situations qu'il n'avait pas prévues et que c'était impossible d'entrer dans le schéma ou je sais pas quoi. Tu as mis ta première valeur en bas de 10. Ouais. Il y a 6 ans, un nouveau partenaire s'est joint à l'équipe de Marcel Frenette. Patrick Abria, un spécialiste en intelligence artificielle. Son univers, les réacteurs chimiques, les moteurs électriques, les robots et même les marmites à pression. Dans tous ces domaines, il a créé des systèmes d'intelligence artificielle pour en automatiser la fabrication ou le démarrage. En intelligence artificielle, on veut reproduire le raisonnement humain. Dans le cerveau de Gervais, des milliards de neurones sont à son service. Lorsqu'un neurone reçoit une information, il la propage vers ses voisins sous forme d'impulsions électriques. C'est l'influx nerveux. Si le signal électrique reçu par un neurone est suffisamment fort,
ce neurone propagera l'information vers des neurones voisins. Mais si l'impulsion électrique est trop faible, le signal cesse de se propager. Ce que Patrick Abria a élaboré, c'est un réseau de 1000 neurones informatiques. Donc, existe-t-il dans le milieu de vie de l'enfant une personne susceptible de compenser pour la situation de risque vécue? Les réponses de Gervais vont alimenter ce réseau. On pourrait dire, ah, j'ai une grand-mère, donc. Au cours de son raisonnement, l'ordinateur doit évaluer le danger que court Mélanie lorsque sa mère la laisse seule toute la nuit. 2 facteurs influencent la réponse. D'abord la durée pendant laquelle Mélanie est laissée seule, et ensuite sa vulnérabilité comme enfant. Comment l'ordinateur traite-t-il les réponses données par Gervais? Les ovales et le carré représentent des neurones informatiques. Ils communiquent entre eux au moyen de valeurs numériques, des chiffres. Le neurone vulnérabilité propage une valeur plus grande que le neurone durée, car l'âge de Mélanie la rend très vulnérable. Total, 169, soit la valeur du neurone danger enfant laissé seul. Pour l'intervenant, 169 correspond à grave. Mais d'où viennent tous ces chiffres? C'est ton maximum avant de passer à très grave. À très grave. Ils ont été élaborés à partir d'une grille d'analyse qui tient compte de toutes les situations possibles. Ici, par exemple, le neurone vulnérabilité a une valeur très élevée, 400. Mélanie n'a que 9 ans. Cette valeur a été calculée dans un autre volet de l'évaluation. C'est une façon de faire différente de celle des réseaux de neurones classiques. Un réseau de neurones, classiquement, contrairement à ce qu'on a fait dans notre cas, c'est un système où le système apprend par lui-même. On lui donne une grosse base d'exemples, donc on lui donne les entrées, en quelque sorte, les réponses aux questions, et on lui donne les conclusions. On attache ces 2 morceaux-là ensemble et on fait tourner des algorithmes d'apprentissage sur le réseau qui, lui, tout seul, va positionner les pondérations, c'est-à-dire quel neurone est plus important que tel autre dans tel schéma, et les valeurs à propager. Donc il va s'auto-configurer. On croirait que l'ordinateur est vraiment intelligent. Mais tout a été prévu par des informaticiens dans la programmation des mécanismes d'apprentissage. Patrick Abria aurait pu élaborer un réseau de neurones semblable en protection jeunesse. Une fois son apprentissage terminé, l'ordinateur aurait été capable d'analyser le cas de Mélanie. Enfant de 9 ans, laissée seule toute la nuit, mère toxicomane. Il aurait conclu que la sécurité et le développement sont compromis. Mais personne ne saurait comment il en est venu à cette conclusion. Un tel système est-il approprié en protection jeunesse? Marcel Frenette croit que non. Et ce qu'on vise, nous, avec les intervenants, c'est pas de leur donner des informations, des conclusions sans qu'ils les saisissent. On vise à discuter avec l'intervenant. Le système vise à discuter avec un intervenant pour que l'intervenant apprenne au travers de ça aussi. C'est pourquoi Patrick Abria a retenu une architecture hybride pour le système. Le SSP est un heureux mariage entre les réseaux de neurones classiques et les systèmes à base de règles. Des valeurs numériques, mais aussi des mots. Où se trouvent les règles dans ce réseau de neurones? Si la durée de l'enfant laissé seul est égale à 1 nuit et que sa vulnérabilité est forte, donc vulnérabilité égale fort, alors le danger de l'enfant laissé seul sera égal à fort ou grave. Mais qui donc a élaboré toutes ces règles? Ton jeune là, qui fait de la prostitution, normalement, ça devrait passer en premier, ça. Il fait de la prostitution parce que pour payer sa dose. Peut-être régler son problème de dose. Nous sommes dans les bureaux de la SOGIC, une entreprise qui développe des systèmes informatiques pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. À cette table, des experts en protection jeunesse. Leur rôle, élaborer les règles qui vont guider l'ordinateur. Si on prend en négligence, si c'est un parent qui consomme, un problème de toxicomanie, puis en plus, il fait garder son enfant par quelqu'un par un pédophile.
faire garder son enfant par un pédophile va amener un risque beaucoup plus important que la consommation. Même la consommation, peut-être à moyen ou long terme, pourrait avoir un impact sur l'enfant. Cas par cas, il décortique tous les éléments qui amènent un intervenant à prendre une décision, quelle que soit la situation de l'enfant. Un travail long et ardu, car la loi sur la protection de la jeunesse laisse beaucoup de place à l'interprétation. Il y a même eu des situations qui ont amené en cours là-dessus pour démontrer qu'un parent psychologique existait, alors que la cour était claire, ça n'existe pas. C'est pas un concept qui existe. À quoi servent toutes ces discussions? À créer l'arbre de décision, la clé de voûte qui soutient tout l'édifice du SSP. Actuellement, seul le volet évaluation est terminé. Toutes les ramifications de cet arbre immense représentent des décisions à prendre avant d'arriver à la conclusion ultime. La sécurité ou le développement sont compromis ou ne sont pas compromis. Pour l'intervenant, chacune des branches de l'arbre de décision correspond à une question. En tout, près de 400 questions couvrent toutes les situations prévues par la loi sur la protection de la jeunesse. Dans la situation de Mélanie, l'ordinateur conclut que la sécurité et le développement sont compromis. C'est ce que Gervais soupçonnait. Maintenant, l'ordinateur réorganise les informations fournies par Gervais pour rédiger un canevas de rapport. Gervais devra signer le rapport en tant que professionnel. Il a donc toute la latitude pour faire les modifications qu'il désire, quelles qu'elles soient. Les intervenants en protection jeunesse ont-ils vraiment besoin du SSP? Oui, dit un rapport commandé par le gouvernement. Le psychoéducateur André Lebon et son équipe ont évalué la réponse du réseau social aux besoins de la jeunesse. Voici leur constat. Les personnes recrutées sont jeunes, sans expérience et surtout peu formées et peu préparées pour travailler en protection de la jeunesse. Il faut dire qu'il n'existe pas de formation universitaire en protection jeunesse. Et que dit le rapport Lebon du SSP? C'est un outil qui est tout à fait au point et qui soutient l'intervenant sans jamais se substituer à son jugement professionnel. C'est pour fermer. Il fait la même chose que si j'irais sur... Mais dans le milieu de la protection jeunesse, l'implantation de l'intelligence artificielle est une véritable révolution. Je trouverais ça ardu. Quand j'ai choisi la profession de travailleur social, c'était sûrement pas pour ce côté-là d'informatique puis de questionnaire. Pour d'autres, le système est plein de promesses. Ça va toucher à plein de sphères qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Donc, ça peut nous guider puis nous donner des pistes. Par contre, cet encadrement par le système est exigeant pour l'intervenant. Le système, lui, il est clair qu'il y a une rigueur implacable. Le système a besoin d'une réponse. Donc, ça me renvoie comme intervenant à l'obligation d'aller chercher cette information-là. Oui, elle dit que c'est la deuxième fois qu'elle... À l'échelle du Québec, le SSP va permettre une standardisation de toutes les pratiques, en assurant que tout soit fait à partir de critères communs. J'ai aucune coordonnée, elle va absolument rien me dire. OK, c'est bon. Si on imagine là, que tous les enfants du Québec, dans X années, qui sont signalés en protection jeunesse, on aurait toutes les données cliniques colligées dans le SSP, imaginez la base de recherche qu'on aurait pour évaluer la pertinence de nos actions et les corrections qui doivent être apportées dans nos actions, évidemment, à long terme. Du jamais vu en protection de la jeunesse, où on fonctionne au cas par cas. Et souvent, les intervenants sont taxés devant les tribunaux ou par des parents d'être arbitraires de la décision qu'ils ont. C'est fou, ça n'a pas de sens. Et là, le constat qu'on peut leur transmettre, c'est non seulement ça a du sens, mais c'est partagé. Et ça commence à ressembler à une science, ce que vous faites, ce qu'on fait actuellement. Partout où Marcel Frenette et ses collègues ont présenté le système, ils ont été perçus comme des précurseurs. Tant que les gens n'ont pas touché au système, puis vu que ça fonctionnait, il y a beaucoup de questionnements. Un très grand intérêt, sûrement. Quelqu'un aux États-Unis me disait il n'y a pas longtemps qu'on était comme 2 générations en avant de la recherche en protection jeunesse. Oui, je voudrais parler au constable Dansereau, s'il vous plaît. Rebondissement dans l'affaire Mélanie. On a eu un avis d'urgence à l'urgence sociale
pour une situation, pour une jeune en famille d'accueil chez sa grand-mère. 2 semaines ont passé depuis le signalement. Là, j'aurais besoin de la collaboration des policiers, s'il vous plaît. Je suis sa mère et je me sens beaucoup mieux. Où elle est, là, Mélanie? Elle est en haut? Hélène, attends. Tu vas pas la réveiller, il est 11 heures. Où elle est, là? Arrête! Fais pas ça. La petite va être bouleversée. C'est ma fille. Viens, là, viens t'asseoir. Quoi t'insistes, maman? Je veux ma fille! Ils peuvent pas m'enlever ma fille, c'est impossible. Il faut que tu leur fasses la preuve que tu es capable de prendre soin de ta fille. Facile à dire, ça. C'est ça, l'important. Ah, c'est dur, comprends-tu? C'est dur, maman. Assieds-toi, pense, Hélène, un peu. Cette intervention-là de la mère vient davantage nous interroger, par exemple, est-ce qu'il est préférable de tenter de convenir avec la mère de mesures pour corriger la situation, ou si plutôt ne devrons-nous pas aller devant le tribunal pour qu'un juge ordonne des mesures? Maman, c'est vrai que les grands-papas, ils ont le droit de toucher nos fils. Oui. Et que c'est pas grave. Fait que là, Du signalement à la fermeture du dossier, le SSP permettra de s'assurer que les mesures nécessaires soient prises pour aider l'enfant. L'intelligence artificielle au service de la DPJ, on peut commencer à y croire. Moi, en abus sexuel, j'ai déposé un rapport tel quel à un moment donné sans rajouter un mot, sans modifier un mot, une virgule. Moi, je le trouvais satisfaisant. Je l'ai signé. Je l'ai déposé au tribunal. Et dans son jugement, le juge me cite à un moment donné. Je pourrais dire qu'il cite la machine, mais c'est pas vrai qu'il cite la machine. Il me cite moi parce que c'est moi qui a donné l'information.